On va se plonger aujourd'hui dans une période absolument fascinante de l'histoire de France, une période de contrastes saisissants. Un moment où un monde qui se croyait innocent et insouciant a volé en éclats face à la violence inouïe de la guerre totale. Et ce qui est incroyable, c'est que le nom même de cette ère, la Belle Époque, est en fait une illusion. C'est un souvenir, une sorte de rêve rétrospectif, inventé seulement après que ce monde ait été complètement anéanti. Alors pour commencer, explorons un peu ce monde d'avant-guerre. Un âge qui, en surface, semblait doré, mais qui cachait en réalité de très profondes failles. C'était vraiment une époque de contradictions. D'un côté, on a l'image d'Épinal, Paris qui brille, l'arrivée de l'électricité, les débuts de l'automobile, les premières lois sociales. Bref, le progrès en marche. Mais si on gratte un peu ce vernis, on découvre une France vieillissante, encore très rurale, et surtout rongée par un désir de revanche contre l'Allemagne depuis la défaite de 1870. Une fragilité qui couvait sous la modernité. Face à ces tensions, la jeune Troisième République, encore fragile, devait se construire une identité forte. Comment a-t-elle fait ? Eh bien, ça s'est joué en 3 temps. D'abord, par des symboles forts pour unir la nation, comme la Marseillaise. Ensuite, et c'est crucial, via l'école de Jules Ferry, gratuite, laïque et obligatoire, conçue pour former des citoyens républicains. Et enfin, à travers une politique dominée par le Parti radical, qui a fait de la laïcité son grand combat. Et le point d'orgue de ce combat politique, c'est cet acte fondateur, la loi de 1905, qui sépare les églises et l'État. C'est un moment absolument charnière qui a redéfini en profondeur la société française. Mais voilà que ce monde, avec ses certitudes et ses tensions, va être littéralement balayé par une vague de violence comme on n'en avait jamais vu. C'est le début de la Grande Guerre. Pendant l'été 1914, l'Europe bascule dans la guerre à une vitesse effrayante. C'est un véritable engrenage infernal. De l'assassinat de Sarajevo à celui de Jean Jaurès, qui anéantit les derniers espoirs de paix en France, le jeu mortel des alliances se met en place et entraîne des millions d'hommes dans le conflit. Et attention, ce n'est pas une guerre comme les autres. On change complètement d'échelle, on parle de guerre totale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que le conflit ne concerne plus seulement les soldats sur le front, il mobilise des peuples entiers, des usines jusqu'aux familles. Toute la société est tournée vers un seul et unique but, l'effort de guerre. C'est un moment assez incroyable. Face à l'invasion, toutes les querelles politiques sont mises de côté. C'est ce qu'on a appelé l'union sacrée. De la droite nationaliste à la gauche socialiste, tout le monde se rallie à la défense de la patrie, surtout après le choc de l'assassinat de Jaurès. Tout le monde pensait que ce serait l'affaire de quelques semaines. Quelle erreur! Très vite, l'espoir d'une guerre courte s'évanouit. Le front se fige, et les soldats, les fameux poilus, s'enterrent dans les tranchées. C'est le début d'une guerre d'usure, un cauchemar de boue, de froid et de bombardements incessants. Et pour vraiment saisir l'horreur des tranchées, il y a un chiffre. Un seul. 75%. C'est la proportion des soldats tués par l'artillerie. Ce n'est plus un combat d'homme à homme, c'est une boucherie industrielle. La mort tombe du ciel, de manière totalement anonyme et implacable. Alors la question c'est, comment est-ce qu'on survit à ça ? Comment on ne devient pas fou ? La réponse, elle tient en plusieurs choses. Le patriotisme, bien sûr, mais surtout la camaraderie. C'est cette solidarité incroyable avec les compagnons de misère, ce lien forgé dans le danger permanent, qui a permis à des millions d'hommes de tenir psychologiquement face à l'inimaginable. Et puis arrive 1917, l'année qui va tout changer. Le jeu de cartes est complètement rebattu. D'un côté, la révolution en Russie la pousse à quitter la guerre, ce qui est une excellente nouvelle pour l'Allemagne, mais de l'autre, l'entrée en guerre des États-Unis fait basculer la balance du côté des Alliés, avec un renfort colossal en hommes et en matériel. La guerre se termine enfin avec l'armistice du 11 novembre 1918. Les canons se taisent, mais la paix qui s'annonce est loin d'être sereine. En fait, elle est pleine de pièges. La paix est donc signée à Versailles, mais ses conditions sont d'une dureté extrême pour l'Allemagne. On lui fait porter toute la responsabilité de la guerre, on lui impose des réparations financières colossales, on démantèle son armée. Pour les Allemands, ce traité est une humiliation totale, un diktat. Et cette humiliation va nourrir un ressentiment profond qui aura des conséquences terribles. Et cette fameuse union sacrée, eh bien, elle ne survit pas à la paix, elle explose. La France est secouée par d'immenses grèves, et la peur du communisme va porter au pouvoir en 1919 une assemblée très à droite, la Chambre Bleue Horizon. Fini le temps de l'unité. Et les divisions s'installent aussi durablement à gauche. C'est le fameux congrès de Tours en 1920. Le mouvement socialiste se déchire. D'un côté, les communistes qui choisissent la révolution et Moscou. De l'autre, les socialistes qui restent fidèles à la République.
C'est une fracture qui va marquer la politique française pendant des décennies. Il faut bien comprendre que même si les canons se sont tus, la guerre n'est pas vraiment finie. Son traumatisme, son ombre, va planer sur la France et sur l'Europe pendant très très longtemps. Alors, quel est le bilan final? Une victoire, certes, mais à quel prix? La France est victorieuse, mais elle est saignée à blanc, démographiquement et économiquement. L'Europe, autrefois si sûre d'elle, est un continent traumatisé. Les divisions politiques sont plus profondes que jamais. Et surtout, la paix de Versailles porte en elle les germes des conflits suivants. La victoire a un goût amer, un goût de cendre. Ce qui nous amène à la question qui hante toute cette période. Quand une paix crée les conditions de la prochaine guerre, peut-on vraiment l'appeler une paix? C'est une question à laquelle l'Europe, malheureusement, allait bientôt devoir répondre de la plus tragique des manières.